La seule personne qui peut réellement nous faire de la peine, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas redouter les choses, mais les représentations que nous en avons. Au lieu de dire « tu m'as énervé » ou « cet événement m'a rendu triste », il faut réaliser que c'est notre jugement et la représentation que l'on se fait des choses qui ont causé ces émotions. C'est une affaire de responsabilité et donc de pouvoir. Penser que c'est l'autre qui nous a énervés ou que c'est un événement qui nous a rendu tristes, c'est d'abord se déresponsabiliser, mais c'est aussi accorder à l'autre un trop grand pouvoir sur nous et notre liberté. Ai-je vraiment envie de donner aux autres et à ce qui m'entoure le pouvoir de jouer avec mes émotions ? Est-ce vraiment ce qui se passe ? Est-ce vraiment conforme à la réalité ? Ou bien suis-je plutôt victime de ma propre perception de ce que fait l'autre et des événements ? Les réponses dans l'ordre pour les personnes au fond de la classe : non, non, non et oui. L'effet rebond. En 1994, Daniel M. Wegner, un psychosociologue américain, a mené une expérience pour tenter de mieux comprendre les difficultés du self-control. Il a ainsi mis en lumière un biais cognitif que l'on appelle l'effet rebond ou paradoxe de l'ours blanc. Pourquoi un ours blanc ? Parce que si je vous dis « ne pensez pas à un ours blanc », vous pensez immédiatement à quoi ? Allez, faites pas semblant. Oui, un ours blanc. Wegner a mené une expérience auprès de ses étudiants qu'il a séparés en deux groupes. Il a donné à chaque groupe la photo d'un skinhead en lui demandant d'écrire un texte décrivant la vie quotidienne de cette personne. Le premier groupe a reçu pour consigne de faire attention à ne pas inclure de stéréotypes dans le texte. Le deuxième groupe, de contrôle, n'a pas reçu de consigne spécifique. Dans un second temps, chaque groupe a reçu la photo d'un second skinhead. Et de nouveau, la requête d'écrire un texte sur les activités quotidiennes de la personne. Cette fois, personne n'a reçu de consigne d'inhibition des stéréotypes. Les résultats montrent que si les textes écrits par le deuxième groupe sont, comme on peut s'y attendre, plus stéréotypés que les textes du premier groupe dans le premier cas, la tendance s'inverse dans la deuxième partie de l'expérience. Les sujets qui ont inhibé leurs stéréotypes en premier lieu les ont exprimés plus clairement et précisément dans un second temps. L'explication de ce phénomène est assez simple. Pour éviter une pensée, ici les stéréotypes, celle-ci doit être cernée précisément et devient donc hyper accessible à l'esprit. C'est l'une des explications de ce qui se produit lorsque nous essayons de prendre le contrôle sur les pensées envahissantes. Elles deviennent de plus en plus présentes. Wegner conclut à la fin de son étude : nous nous retrouvons pris dans un système de pensée qui projette en nous, brutalement et continuellement, les situations douloureuses que nous souhaitons précisément éviter à tout prix. Adaptation hédonique. L'adaptation hédonique est un concept de psychologie qui date de 1971, inventé par P. Brickman et D.T. Campbell dans leur essai Hedonic Relativism and Planning the Good Society, relativisme hédonique et planification de la bonne société. Le concept est assez simple. Peu importe les changements majeurs dans notre vie, qu'ils aient un impact positif ou négatif sur notre bonheur, on revient assez vite à un niveau de bonheur neutre. On pense qu'on sera plus heureux en ayant une certaine voiture ou une certaine maison, et une fois qu'on l'obtient, on revient vite au niveau de bonheur que l'on pouvait ressentir avant d'avoir ces possessions. C'est pour ça qu'un autre terme est l'hedonic treadmill, le tapis roulant hédonique. On court vers de nouvelles possessions pour essayer d'être heureux à nouveau. Plusieurs études vont dans ce sens. L'une des plus connues nous vient de P. Brickman, D. Coates et R. Janoff Bellman, et elle s'intitule « Lottery Winners and Accident Victims, Is Happiness Relative ?» Gagnant de loterie et victime d'accident, est-ce que le bonheur est relatif ? Au cours de cette étude, les chercheurs ont pu interviewer des personnes qui avaient gagné à la loterie, des personnes qui avaient subi un grave accident, qui les avait rendus paraplégiques ou tétraplégiques, ainsi qu'un groupe témoin, représentant une population dite classique, sélectionnée au hasard via l'annuaire dans des zones proches des habitations du groupe de gagnants à la loterie. Pour une mesure du bonheur général, les répondants ont été invités à évaluer à combien ils étaient heureux à ce stade de leur vie. On leur a également demandé d'évaluer à combien ils étaient heureux avant de gagner, pour le groupe de la loterie, avant l'accident, pour le groupe de victimes, ou 6 mois avant, pour le groupe témoin. Enfin, chaque groupe a été invité à évaluer à combien ils s'attendaient à être heureux dans quelques années. Pour une mesure du plaisir quotidien, les répondants ont été invités à évaluer à combien ils trouvaient chacune de ces 7 activités ou événements agréables.
parler avec un ami, regarder la télévision, prendre le petit déjeuner, entendre une blague drôle, recevoir un compliment, lire un magazine et acheter des vêtements. Ce dernier élément a été spécifiquement ajouté pour les groupes de gagnants de la loterie et de témoins et n'a pas été demandé aux victimes d'accidents. Toutes les évaluations ont été faites sur des échelles de 6 points allant de 0 pour pas du tout à 5 pour beaucoup. Un certain nombre de documents n'ont pu être retranscrits en audio. Retrouvez-les au fur et à mesure de votre écoute dans un fichier PDF disponible dans votre bibliothèque pour votre plus grand confort. On peut remarquer plusieurs choses. Les gagnants de la loterie ont évalué les 7 activités ordinaires comme étant moins agréables que le groupe témoin et cette différence est significative. Les gagnants de la loterie et le groupe témoin n'affichent pas de différence claire dans leurs évaluations du bonheur, qu'il soit passé, présent ou futur. Les victimes d'accidents se souviennent de leur passé comme ayant été plus heureux que celui du groupe témoin, comme une forme de nostalgie. L'évaluation du bonheur présent par les paraplégiques est au-dessus du point médian de l'échelle, donc les victimes d'accidents ne semblent pas aussi malheureuses qu'on aurait pu s'y attendre. Ça, c'est la théorie telle qu'elle a été démocratisée, notamment par l'un des TED Talks les plus vus, celui de Dan Gilbert, The Surprising Science of Happiness, la surprenante science du bonheur. Il fait partie des 25 TED Talks les plus vus en 2022 et totalise 4 millions de vues sur YouTube. C'est aussi la conférence que j'ai reprise dans l'une de mes vidéos préférées que j'ai pu faire sur YouTube, celle où je suis parti à la rencontre de réfugiés syriens au Liban, avec mon ami grand reporter, Charles Villa. Seulement, la réalité est plus complexe que ce que cette théorie veut nous faire croire. Et il suffit de creuser un peu pour se rendre compte qu'elle a ses limites et qu'il faut la nuancer. C'est ce que fait notamment une étude Beyond the Hedonic Treadmill, Revising the Adaptation Theory of Well-Being. Au-delà du tapis roulant hédonique, réviser la théorie de l'adaptation du bien-être. Cette étude compte bien plus de données, et bien plus récente puisqu'elle date de 2006. Elle a été menée par E. Diener, R. E. Lucas et C. N. Scullin. Elle apporte plusieurs révisions à la théorie. Premièrement, le point de référence du bonheur des individus n'est pas neutre. Mais ça va plus loin, puisque chaque individu a son propre point de référence, qui est donc unique. Les individus peuvent avoir un niveau de base de bonheur qui est intrinsèquement positif ou négatif en fonction de divers facteurs, comme leur personnalité ou leurs conditions de vie. Et il y a plusieurs axes de recherche qui vont dans ce sens. Le niveau de bien-être d'une personne est raisonnablement stable dans le temps. Le bien-être serait modérément héritable, par exemple des vrais jumeaux élevés séparément ont un niveau de bien-être plus proche que des faux jumeaux élevés séparément. Et enfin, les facteurs de personnalité ont de fortes corrélations avec les variables de bien-être. Ensuite, plutôt que d'avoir un seul point de référence pour le bonheur, les individus peuvent en avoir plusieurs, fondés sur différents aspects de leur vie. Par exemple, un individu peut avoir un point de référence pour le bonheur au travail, un autre pour le bonheur dans les relations personnelles, etc. De plus, contrairement à la théorie originelle de l'adaptation hédonique, qui suggère que les individus reviennent toujours à un niveau de bonheur de base, l'étude de 2006 suggère que le niveau de bonheur de base peut effectivement changer de façon plus ou moins durable à la suite de certaines expériences ou interventions. Retrouvez ce schéma dans le fichier PDF disponible dans votre bibliothèque. La première chose qu'il faut souligner sur ce schéma, c'est qu'effectivement, il y a une forme d'adaptation hédonique. C'est indéniable et c'est important de le rappeler. Ce que ces révisions font, c'est préciser la nature de cette adaptation et la nuancer. Ici, on remarque par exemple que, après un licenciement ou le fait de devenir veuve ou veuf, il peut y avoir un changement plus durable en termes de bonheur. La plus grande adaptation est visible chez les veuves et veufs, mais même celle-ci a pris environ 8 ans. Pour finir, il y a des différences individuelles significatives dans la vitesse et l'efficacité avec lesquelles les gens s'adaptent à de nouvelles circonstances. Là aussi, il y a des études pour montrer ça, et on peut notamment retenir les choses suivantes. Les individus qui sont généralement extravertis et moins névrotiques se remettent plus rapidement des événements de vie négatifs et ont des réactions émotionnelles plus faibles à ces événements. Et les personnes qui sont initialement plus heureuses avant de devenir veuves ou divorcées s'adaptent plus lentement à ces événements.